D'abord, je tiens à remercier les organisateurs du séminaire pour cette invitation, pour leur travail d'organisation et surtout pour m'avoir donné la possibilité de présenter mon travail malgré la pandémie en visioconférence. Donc, dans l'esprit de ce deuxième volet du séminaire de la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines, je souhaite vous parler de la façon dont la littérature peut participer à la patrimonialisation d'un espace archéologique. En particulier, lors de cette rencontre, je voudrais illustrer comment les textes de deux écrivains journalistes italiens de l'entre-deux-guerres, Curzio Malaparte et Vincenzo Cardarelli, ont participé à la patrimonialisation d'un espace archéologique spécifique, c'est-à-dire celui de l'ancienne Étrurie, qui correspond grosso modo à la Toscane et au nord du Latium moderne. Donc, le choix de travailler sur la patrimonialisation de l'espace archéologique lié à l'Antiquité étrusque découle directement de mon sujet de thèse, qui consiste à retracer la réception de l'Antiquité étrusque dans la littérature italienne, française et anglaise des années 1890-1950. Et ce projet auquel je travaille sous la direction de David Martens et de Bart van den Bosch, qui est professeur de littérature italienne ici à KU Leuven, s'insère dans un programme de recherche plus vaste s'intitulant Literary Knowledge. Donc, ce large programme de recherche se constitue de 6 thèses que vous voyez au bas du schéma, en bas du schéma. Et ce projet vise à interroger les différents rapports que la littérature européenne entretient avec les branches de savoir qui étaient en train de se développer, mais aussi de s'institutionnaliser au début du XXe siècle. Donc, outre que la génétique et la physique, comme vous voyez, il y a également dans les sciences sociales l'archéologie et notamment l'étruscologie dont je vais parler aujourd'hui. Donc, plus précisément, le projet de thèse auquel je travaille a pour objectif l'étude des liens de palimpseste et des processus d'appropriation et de contamination s'établissant entre la littérature moderne et un savoir archéologique qui était encore en train de se construire. Au tournant du XXe siècle, on assiste en effet à un moment de basculement épistémologique inédit où la pratique bourgeoise de la collection et de l'accumulation d'objets anciens laisse la place à une discipline de plus en plus institutionnalisée au sein des universités, des revues spécialisées comme Studi Etruschi, qui a été fondée en 1927 au sein de l'Institut des études étrusques et italiques, qui lui avait été fondé en 1925. Mais il y a aussi les premières formes de musées archéologiques et l'utilisation de nouvelles technologies, l'application de méthodes scientifiques et le catalogage rigoureux des artefacts ont permis aux archéologues de la première heure de fouiller de manière systématique le centre de la péninsule italienne, ce qui a permis des découvertes sans précédent. Entre 1909 et 1936, par exemple, a lieu la fouille qui a ramené au jour l'une des plus importantes nécropoles étrusques, celle de la Banditaccia, dans la municipalité de Cerveteri. Et entre 1913 et 1916, pas moins de 1200 tombes étrusques ont été retrouvées lors des fouilles de Portonaccio à Veille, et c'est justement à cette occasion que l'archéologue italien Giulio Quirino Giglioli retrouva en 1916 la célèbre statue de l'Apollon de Veille, qui est devenue un peu le symbole de cette antiquité pré-romaine. Donc, au tournant du XXe siècle, l'on assiste en Europe, mais spécialement en Italie, à un tournant archéologique qui est emblématique du passage graduel allant de l'apraxis de la collection bourgeoise à l'archéologos, donc à la construction d'un discours raisonné sur l'origine et donc sur ce qui occupe cette origine, à savoir l'Antiquité. Donc, dans ce contexte, l'Antiquité étrusque et pré-romaine, de façon plus générale, occupe une place assez singulière. L'Antiquité étrusque, d'un point de vue méthodologique, est intéressante parce qu'à des rares exceptions près, il s'agit d'une civilisation qui n'a presque pas laissé des traces écrites derrière elle. Les seules traces écrites qui ont survécu sont des inscriptions funéraires qui, pourtant, ne nous renseignent pas sur l'histoire de cette civilisation.
puisqu'il s'agit pour la plupart de noms propres, de noms de famille ou de titres de noblesse. Il n'y a donc pas de documents, ni de chroniques ou de annales ou de littérature qui puisse aujourd'hui nous raconter l'histoire de ce peuple. À ceci, il faut rajouter le fait que la langue étrusque a été et est toujours une partielle énigme. N'étant pas une langue indo-européenne, elle n'a jamais été déchiffrée complètement. Et même aujourd'hui, si les archéologues peuvent lire les caractères, puisqu'il s'agit bien de caractères grecs, ils n'en connaissent cependant pas le sens. Donc, le mystère de la langue est d'ailleurs renforcé par le fait que les origines des Étrusques sont elles-mêmes inconnues. Il y a eu des théories sur l'autochtonie, d'autres qui suggèrent que les Étrusques sont arrivés du nord, donc des Alpes, ou encore de la Lydie, donc du Moyen-Orient. Ces théories ont été surtout le fait d'historiens grecs et latins. En effet, l'histoire des Étrusques a la particularité d'être une histoire qui a été construite a posteriori, en passant par des sources de seconde main. La modernité n'a donc pas accès à une version étrusque de l'histoire étrusque. Et si le peuple étrusque a souvent été défini comme un peuple muet ou silencieux, c'est justement parce qu'il n'a pas eu la possibilité de se raconter à la postérité à travers ses propres mots et ses propres récits. Il s'agit d'une histoire qui est nécessairement filtrée par l'histoire romaine, par le filtre romain. Et le fait même d'appeler la civilisation étrusque une civilisation pré-romaine est un indice de la perspective romanocentrée qui a été adoptée dès l'Antiquité à nos jours pour parler de ce peuple. Et si on considère que la plupart des informations sur les Étrusques nous viennent des Romains et en particulier de l'historien Tite Live, ce filtre est davantage problématique puisqu'il s'agit d'un récit sur les Étrusques fait par Rome, donc par les ennemis des Étrusques. Donc c'est un récit sur les vaincus élaboré par les vainqueurs. Et ce n'est donc pas étonnant de découvrir que le peuple étrusque a été décrit par Live comme un peuple barbare, dégénéré, qui s'est consacré surtout au plaisir de la table, de l'alcool et du sexe, un peuple qui de plus a été incapable, d'après Live, de produire un langage artistique autonome. Donc, comme l'a dit l'historien Arnaldo Momigliano, le problème, c'est que les Étrusques ne parlent pas. À vouloir être précis, cependant, il faut nuancer ce propos. Il est vrai que les Étrusques ne parlent pas comme le font les Grecs et les Romains, c'est-à-dire à travers les mots, l'écriture et de façon plus générale les documents. Toutefois, bien que l'Antiquité étrusque ne parle pas à travers les documents et l'écriture, elle le fait de manière oblique, en passant par d'autres voies, c'est-à-dire à travers des monuments et son patrimoine conservé. Pour utiliser le paradigme document-monument théorisé par Jacques Le Goff, si l'histoire des Étrusques n'existe pas sous forme discursive en tant que document, elle se manifeste pourtant à travers ces monuments, en particulier à travers les objets où les Étrusques ont gravé ou peint leurs usages. Ici, par exemple, il y a un vase avec le mythe de l'aveuglement de Polyphème. Dès lors, ces objets se chargent d'une valeur symbolique importante puisqu'ils se font les porte-paroles d'une antiquité qui autrement serait perdue et destinée à demeurer muette. Donc matériel, voire visuel, l'héritage de l'Antiquité étrusque se caractérise également par une nature presque exclusivement funéraire. En effet, tout le patrimoine conservé qui a survécu depuis l'Antiquité est le patrimoine qui était conservé dans les tombes. Et lorsque je parle de tombes, je parle de nécropoles en fait, donc de véritables villes des morts, des espaces hétérotopiques par excellence, qui ont été pensés et construits comme des véritables villes où chaque groupe familial a sa propre tombe qui ressemble en tout point à une maison. La nécropole elle-même était organisée en quartiers, séparant les uns des autres par des ruelles, des parcours, etc. Donc les villes des morts étaient des véritables miroirs des villes des vivants. Et ici, par exemple, on a la tombe des reliefs à Cerveteri, donc à nord de Rome, où les bas-reliefs reproduisent tous les objets de la vie quotidienne. On a des parfums, de la nourriture, des vases, des miroirs, des outils pour travailler la terre, pour pêcher, des armes pour la chasse, etc. En donnant ainsi l'impression que la tombe maison est toujours habitée par ses propriétaires.
Donc, l'histoire des Étrusques passe surtout à travers la culture matérielle, des objets certes, mais aussi des peintures et des fresques, surtout ceux de Tarquinia, qui offrent aux yeux du visiteur des scènes de pêche, de chasse, de jeux, de la vie quotidienne. Il y a dès lors dans ces peintures un autre type de narration de l'histoire étrusque, une narration qui passe par l'image et par l'observation, sans le filtre de l'écriture, et qui pour cette raison est perçue comme plus immédiate, plus pure et plus proche de la vérité, puisque moins corrompue par la parole. Nous sommes donc face à une civilisation qui a transmis son histoire exclusivement à travers un patrimoine de type matériel, visuel et de nature funéraire. Et cette condition a fait si que dans la modernité et en particulier dans les premières décennies du XXe siècle, nombre d'écrivains et de poètes ont cherché à reconstruire à travers l'imagination et la création littéraire non seulement l'histoire des Étrusques, mais aussi leurs traditions, leurs mœurs et surtout leur conception de l'au-delà. Au début du XXe siècle, de nombreux écrivains européens se sont intéressés à l'Antiquité étrusque avec des résultats plutôt hétérogènes. Ces auteurs ont pourtant tous participé d'une manière ou d'une autre à la patrimonialisation de l'Antiquité étrusque. Preuve en est qu'en 1992, lors de l'exhibition Les Étrusques et l'Europe, Massimo Pallottino, qui est le premier étruscologue, donc il est considéré un peu comme le père de l'étruscologie institutionnalisée, consacre toute une section du catalogue de l'expo à celle qu'il appelle l'étrurie des poètes, où, entre autres, pour la section française, il fait référence au roman Les Lys rouges par Anatole France, au roman de Marguerite Duras, Les petits chevaux de Tarquinia, et à ceci, je peux rajouter aussi le roman Amour étrusque par Rosny Lenné et Les chiens d'un Paris Monqueneau. Donc, parmi les nombreux auteurs qui s'engagèrent avec l'Antiquité étrusque dans la modernité, j'ai choisi de m'arrêter sur Curzio Malaparte et Vincenzo Cardarelli, puisque leur regard sur l'Antiquité étrusque et sur l'espace archéologique se distingue des autres par ce qu'on pourrait appeler un capital d'autochtonie et par la valeur d'authenticité présumée découlant de ce capital. En effet, Cardarelli est originaire du bourg étrusque de Tarquinia, donc là où il y avait les tombes peintes, et Malaparte, quant à lui, est né dans la petite ville de Prato, au cœur de la Toscane. Donc, dans le panorama littéraire des années 1930, c'est surtout en tant que prosateur et essayiste que Malaparte et Cardarelli prennent la parole. Les deux s'insèrent en effet dans un contexte littéraire qu'on pourrait définir spécifique, c'est-à-dire celui de la génération d'écrivains journalistes qui gravitaient autour des principaux quotidiens italiens. Cardarelli a collaboré avec l'Avanti, Il Tedere, la Gazzetta del Popolo, entre autres, et il a dirigé le périodique La Ronda. Malaparte, quant à lui, après avoir été directeur du quotidien tourinois La Stampa, entame une collaboration avec le Corriere della Sera, pour qui il réalisera plusieurs reportages, dont celui en Étrurie qui fera l'objet de cette présentation. Donc, les proses étrusques de Cardarelli et Malaparte sont pour la plupart des courts textes, des prose d'arte, donc des proses très lyriques, qui ont d'abord été publiés en tant qu'articles dans la page littéraire des quotidiens italiens avant d'être recueillis en volume. Et voici les recueils. Donc, dans les proses étrusques de la première moitié des années 1930 de Cardarelli et Malaparte, on assiste à la construction a posteriori d'un passé, voire d'une tradition qu'ils ne veulent ni historiquement ni philologiquement fiable. Ce sont d'ailleurs les auteurs eux-mêmes qui soulignent le caractère fabuleux, voire mythique de leur récit sur les Étrusques. À plusieurs reprises, dans ces proses, les deux écrivains, Cardarelli en particulier, parlent de fables étrusques, qui serait le fruit non seulement de l'imagination, mais aussi et avant tout d'un rapport privilégié que ces auteurs, en tant qu'écrivains, entretiennent avec le passé étrusque, ses espaces et son patrimoine conservé, notamment les nécropoles. Donc souvent, d'ailleurs, ces auteurs assument la posture de conteurs de fables
Et donc, l'espace archéologique n'est donc pas vu et décrit à travers les yeux de l'archéologue, de l'historien ou du savant, mais à travers un regard résolument poétique. Au début de la prose élégie étrusque, par exemple, Cardarelli affirme « Que sais-je sur les Étrusques? Seulement ce que je peux imaginer étant né, si je peux dire, parmi leurs tombes. » À en croire Cardarelli, c'est le fait même d'être né dans cette région pétrie de tombes et de mémoires qui le rendrait apte non seulement à lire les monuments, mais aussi à raconter leur histoire à la postérité. À ceci, il faut évidemment rajouter le fait que, en tant qu'écrivain, Cardarelli et Malaparte revendiquent une sensibilité plus aiguë que celle des archéologues, leur permettant d'aller au-delà de la trace matérielle pour révéler les secrets de cette antiquité mystérieuse. C'est notamment à travers le discours que ces auteurs donnent vie à ce qu'on pourrait définir comme une scénographie énonciative, pour le dire avec Dominique Magno, où les auteurs se présentent comme les observateurs et les narrateurs privilégiés, précisément en vertu de leur autochtonie et de leur statut d'écrivain. Donc, en partant de la donnée archéologique, donc du patrimoine conservé dans les tombes, les proses de Cardarelli et Malaparte convergent en ce qu'elles ont pour objectif le façonnement d'une généalogie toscane transhistorique, allant de l'Antiquité étrusque à la modernité. La tradition et surtout l'identité régionale que ces auteurs revendiquent et qu'ils attribuent dans le même temps à tous les habitants de la région, consiste en effet en une rétroprojection qui vise à abolir le temps en affirmant la parfaite identité entre l'Antiquité et le présent par le truchement du patrimoine conservé. Malaparte, par exemple, décrit les Toscans en les comparant à leur père étrusque, et je cite, il utilise lui-même cette expression, c'est-à-dire l'Apollon de veille, en avançant l'idée que les Toscans d'aujourd'hui auraient les mêmes traits physiques que leurs ancêtres, notamment de l'Apollon de veille, qui est un peu l'emblème de cette antiquité. Dans cette perspective, Malaparte, dans ses nombreuses proses, utilise exactement les mêmes adjectifs pour décrire les Toscans et l'Apollon, avec un intérêt particulier sur les yeux et le sourire, qui sont les éléments iconographiques les plus frappants de la statue. Et ceci est très évident dans la citation que j'ai reportée, c'est-à-dire « Et ils ont tous, les Toscans, ce sourire étrange, cette espèce de grimace qui est la même de l'Apollon de veille, l'Apollon étrusque. » Donc, ce syncrétisme de deux temporalités est également évident dans la description de Tarquinia fournie par Cardarelli, où le passé et le présent sont à tel point compénétrés l'un dans l'autre que pour les habitants du bourg, et je cite, « les tombes étrusques se confondent avec des grottes ou des canalisations de l'eau potable. » Et en se baladant dans la campagne, il n'est pas rare de trouver dans un vignoble ou un potager un sarcophage étrusque ou romain qui a été réduit à l'usage d'un bac pour laver les herbes. Donc ici, on voit très bien que l'élément étrusque est une partie intégrante non seulement du paysage, mais aussi de la vie quotidienne des habitants du bourg. Et ces évocations du patrimoine font aussi que produisent une sorte de présentification du passé et de l'Antiquité. Selon la formule de Jean Pouillon, reprise par Jean d'Avalon, le procédé généalogique mis en œuvre par Cardarelli et Malaparte consiste alors à choisir, et je cite, « à choisir ce par quoi nous nous déclarons déterminés. Nous nous présentons comme les continuateurs de ce dont nous avons fait nos prédécesseurs. La tradition constitue une filiation inversée. Loin que les pères engendrent les fils, les pères naissent des fils. Ce n'est pas le passé qui produit le présent, mais le présent qui façonne le passé. La tradition est un procès de reconnaissance de paternité. » Donc, pour Cardarelli et Malaparte, la construction d'une généalogie étrusco-toscane est surtout une manière de se penser comme les héritiers, les fils de ceux qu'ils définissent à plusieurs reprises comme des pères étrusques, des padri etruschi ou padri tirreni. Dès lors, les nécropoles, en tant que seule trace matérielle du passage de ces ancêtres, sont souvent représentées comme des véritables lieux de mémoire, comme les réservoirs d'une mémoire ancestrale qui, si ce n'était pas pour la littérature, serait destinée à se perdre et à demeurer muette.
Il s'agit en effet d'une mémoire qui n'est pas une mémoire documentaire et historique. Au contraire, sous les plumes de Cardarelli et Malaparte, les nécropoles, avec leurs objets et leurs fresques, deviennent des réceptacles d'une mémoire qui se transmet de manière oblique à travers des sensations, des émotions et des suggestions qui ne sont pas médiées, filtrées par le discours, mais qui émergent par d'autres voies, dont les écrivains seraient les interprètes. Dès lors, l'écrivain serait chargé d'une fonction orphique, surtout si l'on considère que pour visiter les tombes, il faut descendre sous terre et accomplir une véritable catabase. Il n'est donc pas anodin que d'après Cardarelli et Malaparte, c'est surtout à travers le sol, la terre, que cette mémoire étrusque se conserve et se transmet. Le sol de l'ancienne Étrurie est en effet présenté par Cardarelli comme un don reçu par transmission directe par les Étrusques. Et évidemment, ceci ne peut que nous renvoyer encore une fois à l'étude de Jean d'Avalon, où le patrimoine est notamment défini comme un don. Donc, cette valeur du sol en tant qu'élément de raccord entre les pères et les fils, le passé et le présent, la vie et la mort, est aussi évidente dans la prose Tuscania de Malaparte, où la Maremme, cette terre pétrie de tombes, est décrite comme la vraie Toscane, l'ancienne, celle des pères étrusques, la Toscane des tombes, celle qui survit dans les tombes. Donc, en avançant que la véritable Toscane, que la vraie Toscane est celle qui se dérobe à la vue et qui se cache sous terre, dans les tombes, Malaparte semble suggérer que la terre elle-même, le humus, serait le réceptacle de la mémoire toscane et la nécropole, par conséquent, un lieu de mémoire. En même temps, une affirmation de ce type implique également que Malaparte, en tant qu'écrivain, est en mesure non seulement de reconnaître, mais aussi de transmettre cette mémoire à travers le discours. Pierre Nora spécifie qu'un objet, la nécropole en l'occurrence, ne devient un lieu de mémoire que quand il échappe à l'oubli. Par exemple, à travers la position de plaques commémoratives ou encore si l'imagination l'investit d'une aura symbolique. Comme le souligne Jean d'Avalon, la présence du monument dans le présent et je cite, est un soin insignifiante et reste purement physique tant que personne ne lui porte intérêt, tant qu'il n'existe aucun lien entre le monument historique et ceux qui vivent autour de lui. Cardarelli et Malaparte, à travers leur généalogie, façonnent ces liens. Et c'est alors que la présence matérielle du monument historique en tant qu'objet l'installe comme témoignage dans le présent. Les proses de Cardarelli et Malaparte ont participé à ce processus de création de sens autour de l'espace étrusque, en investissant l'Étrurie d'une aura symbolique faite de nouvelles significations et de nouveaux imaginaires que les générations ultérieures n'ont pas manqué de s'approprier. Preuve en est que pendant le vingtennio fasciste, l'Étrurie a fini par devenir non seulement le berceau du génie toscan, mais aussi et surtout le berceau de la civilisation italienne. Et ça, au moins jusqu'en 1938. Après, c'est une autre histoire. Le régime, en fait, n'a pas manqué de s'approprier cette lecture de l'espace archéologique pour légitimer sa propre version du mythe de Rome, où la civilisation étrusque n'était que l'étape nécessaire vers la construction de la Rome impériale, avec laquelle le régime s'identifiait dans une perspective de longue durée. Dès lors, les Étrusques ne sont pas simplement les ancêtres des Toscans, mais aussi des Italiens au sens large. En effet, si on contextualise non seulement les proses, mais également les deux personnalités de Cardarelli et Malaparte, il est indéniable que la référence au sol toscane, aux racines, au génie toscane et en général à l'enracinement dans l'Étrurie de jadis participe à une patrimonialisation littéraire de l'espace archéologique qu'on pourrait définir sinon de régime, au moins en ligne avec la politique du consensus telle que l'a définie Renzo De Felice. Malgré les trajectoires biographiques assez complexes de ces deux personnalités, trajectoires qui oscillent entre le consensus et le refus du fascisme, il faut quand même reconnaître qu'il s'agit en général de deux personnalités plutôt ambiguës en ce qui concerne leur rapport avec le régime. Cardarelli, par exemple, prône pour une littérature non engagée, mais en 1933, il écrit, et c'est à peu près les mêmes années des proses que je viens de citer, il publie un poème intitulé Camicia Nera, donc chemise noire,
et il collabore avec plusieurs journaux et périodiques du régime. Il sera directement subventionné par le ministère de la Presse et de la Propagande à partir de 1935 et jusqu'à 1943. Malaparte, quant à lui, il compte parmi les premiers idéologues du fascisme et il était connu comme écrivain fasciste, voire fascistissime. Et je crois que de ce point de vue, pour nous aider à remettre en contexte ces proses, il est intéressant de s'arrêter sur la perception française de ce régionalisme toscan, en particulier du régionalisme toscan promu par Malaparte déjà à partir des années 1926-1927. À cette époque, en effet, le régionalisme toscan de Malaparte s'associe à un sentiment anti-français plutôt prononcé. Et ceci émerge assez clairement dans la presse transalpine, surtout lorsque l'écrivain de Prato, interviewé par André Billy dans le périodique L'Œuvre, définit la langue française comme un volapük, une langue réduite au rang du jargon international. Donc l'italianité, voire la toscanité, promue et défendue par Malaparte dans cette interview, ne tarde pas à devenir la cible de critiques et de moqueries virulentes. Surtout, vous que Malaparte est un pseudonyme pour le nom allemand de Kurt Erik Sückert. Et ici, j'ai mis l'un de ses articles où, dans le dernier paragraphe, on peut lire maintenant, vous le devinez, il va de soi que Curzio Malaparte, cet Italien italianissime, ce fasciste, métafasciste, est un simple germain qui, de son vrai nom, se nomme Sückert. Donc, bien que né à Prato, Malaparte est en effet fils d'un père allemand et d'une mère lombarde, donc il n'a pas une seule goutte de sang toscan dans ses veines. Emblématique à ce propos est aussi le cas de Raymond Queneau, qui, avec son premier roman Les Chiens d'An de 1933, semble répondre du tac au tac non seulement au régionalisme italien, mais aussi au radicalisme anti-français promu par Malaparte dans la presse française. Si les romans racontent l'histoire des destins croisés d'un groupe de personnages habitant la banlieue parisienne, la dernière section du livre met en scène une guerre surréelle entre l'Italie, redevenue Étrurie, et la France, redevenue Gaule, où les Étruscoches, guidés par leur reine Mussolini, combattent les Français Gaules, guidés quant à eux par le roi Anatole Ier, qui est une probable parodie d'Anatole France. Et cette guerre se combat à coups de macaroni et de mandoline. La bataille la plus significative lors de cette guerre est celle qui se déroule dans une ville appelée Malaparte, qui est définie comme la ville étrusque de Malaparte. Dans ce dernier chapitre, Queneau renverse de façon parodique le régionalisme exacerbé promu par Malaparte en jouant sur des stéréotypes et des lieux communs. Étrusque est naturellement là pour italien, se référant avec toute probabilité à cette généalogie étrusco-toscane façonnée par Malaparte. Dès lors, la superposition des Étrusques et des Italiens chez Queneau vise à pousser aux extrêmes conséquences les propos de Malaparte et sa généalogie. Preuve en est que la guerre entre les Étrusques et les Gaules se déroule dans une temporalité qui, au lieu de progresser, regresse. Et bien évidemment, à côté de la parodie, il faut reconnaître dans ce texte et surtout dans cette section les angoisses et les préoccupations de l'époque où la possibilité d'une nouvelle guerre s'annonçait déjà. Dans Les Chiens d'An, l'Italie prend en effet la place de l'Allemagne de la précédente guerre. En effet, le Haberlin de 1914 devient Acapou, ville étrusque, dans le roman. Et ceci est davantage évident lorsque les Étrusques sont appelés Étruscoches. Donc, évidemment, là, il y a une parodie de Bosch, sans mentionner le fait que le début de cette guerre surréelle coïncide avec le jour de l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, donc le 11 novembre. Et sur ceci, j'aimerais m'arrêter en espérant que cette perspective de Queneau nous aide à prendre de la distance par rapport au contexte fasciste où les proses de Cardarelli et Malaparte ont été écrites. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chiara. Je me permets de prendre le volant pour orchestrer la discussion. Alors, je vois des applaudissements.
C'est bien, donc c'est des petites mains. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent au sujet de ton exposé? Si c'est le cas, je vous invite à lever vos mains. Si vous ne voyez pas comment faire, à simplement prendre la parole d'autorité. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc je vais peut-être poser l'une de celles qui se posent à moi, dont on n'a jamais parlé en fait, mais peut-être que c'est enfin, qu'il y a une réponse évidente. En France, durant l'entre-deux-guerres, il y a le développement de tout un courant explicitement qualifié de régionaliste. Est-ce que la littérature de Malaparte et de son compère et peut-être d'autres écrivains italiens qui se revendiquent de l'héritage toscan, est-ce que ça s'inscrit dans le contexte italophone, dans quelque chose de comparable avec un véritable mouvement, mais qui du coup est un mouvement nécessairement décentralisé, puisque à partir du moment où c'est régionaliste et qu'on est un pays qui est plus ou moins centralisé, l'Italie l'étant peut-être un tout petit peu moins que la France, je crois en tout cas, nécessairement les régionalismes, c'est par région. Et donc, c'est une sorte d'atomisation. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable en Italie? Ça, ce serait une première question. Et dans la foulée, comment, au fond, qu'est-ce qui serait la spécificité je dirais, du monde toscan étrusque, comparativement à d'autres régions italiennes qui pourraient être mobilisées d'une façon comparable à la même époque par d'autres écrivains de langue italienne? Voilà, qu'est-ce qui fait la spécificité du monde étrusque pour autant qu'il y en ait une? Parce que là, il y a quelque chose qui est, je dirais, presque internationalement connu, ou en tous les cas vaguement connu, et j'imagine que ce n'est pas le cas pour toutes les régions d'Italie, qu'il y a pas quelque chose de comparable à à l'héritage étrusque. Voilà, ce serait une première question. Oui, alors, par rapport à la première question, il faut quand même souligner qu'à l'époque, l'Italie allait vers un procès de centralisation très important parce que, enfin, notamment, c'était à cause du régime qui voulait concentrer tout à Rome. Donc, il y avait aussi cette poussée vers une modernisation qui, dans les termes du régime, correspondait aussi à une Mutation. ouais, voilà, merci. Donc, il y avait là l'idée que le régionalisme risquait de disparaître de quelque façon. Donc, l'idée d'insister autant sur la réalité paysanne, rurale, régionale, ça vient de là aussi, du fait que l'Italie, c'est aussi ça, c'est ses différences. Et donc, Mais alors, du coup, c'est c'est incité par souvent... le régime. C'est incité par le régime, cette position-là, ou au contraire, ça va à l'encontre du régime? J'ai l'impression que c'est quand même assez En en fait, phase. c'est un peu compliqué parce que le régime allait vers la centralisation. Donc Rome au centre, l'Antiquité romaine au centre de tout, alors qu'il y a toute une série d'écrivains qui, tout étant proches du régime, insistaient sur le régionalisme pour dire voilà, ça aussi c'est notre héritage. Et notamment le fait de décrire les Étrusques comme l'étape nécessaire pour la formation de Rome signifiait insérer les Étrusques dans ce type de rhétorique. Et cela devient fort problématique après 1938 avec l'émanation des lois raciales, justement parce qu'il y a la théorie qu'il y a la possibilité que les Étrusques soient arrivés de l'Orient, de la Lydie, et donc, ils ont été associés notamment par par les Allemands. Ils ont souvent été associés aux Juifs. Et donc, le régime ne pouvait pas risquer de s'identifier avec un peuple qui pouvait avoir les mêmes origines que les Juifs. Et donc, après 1938, les choses changent complètement. Et par rapport à la deuxième question, c'était... Attends, que je me rappelle ce que je t'ai demandé, j'ai oublié moi-même. Oui, alors quelle serait la spécificité dans cette littérature à vocation régionaliste du volet du monde étrusque par rapport à, je ne sais pas, ce qui peut se passer Ah dans oui, ok. Sicile ou ailleurs, peu importe.
Oui, en fait, il y a aussi beaucoup d'autres civilisations pré-romaines qui commencent à être reconnues à l'époque. Il y a par exemple les Vénètes dans la région de la Vénétie ou les Umbri dans la région de l'Umbria. Mais je pense que ce qui fascine chez les Étrusques, c'est la quantité enfin, ces tombes avec ces fresques, tous ces objets, toutes ces choses qui ont été sauvegardées, et qui émergent tout d'un coup. Alors que pour les autres civilisations, on n'a pas la même chose. Il y a, oui, il y a À la des fois la fouilles, procédure mais et le côté spectaculaire. oui, d'un point de vue quantitatif aussi, il y a beaucoup moins. Et après, il y a tout ce topos du mystère lié à la langue, aux origines, au fait qu'on n'a pas de littérature, on n'a pas de texte. Et donc, cela a créé un champ assez fécond pour les artistes ou les écrivains, les poètes. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, d'abord, je voudrais remercier Chiara, et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et je n'ai pas vraiment de remarques ni de questions, mais c'est vrai que je rêvais à des parallèles possibles ou à des différences bien plus tôt, mais à ce qui se passait aussi dans certains mouvements comme le surréalisme qui vont aller revendiquer la préhistoire, l'art celte, l'art océanien, mais ça c'est autre chose, l'art celte, contre peut-être cette tendance centralisatrice dont on a parlé à l'instant. Et puis j'observais aussi que pendant le régime de Vichy, évidemment, les revendications régionalistes, notamment du côté de l'Occitanie, deviennent ambiguës. Et puisque ça rejoint peut-être un peu trop le retour à la terre du maréchal Pétain, et que justement, ça n'était pas nécessairement l'esprit initial, c'était plutôt un refus de la centralité, et ça ne va pas évidemment dans le sens pétainiste. Et donc, il y a des sortes de tensions, enfin, ça se subdivise, on pourrait dire, le régionalisme pendant cette période-là, et j'ai eu l'impression que finalement, c'était un peu semblable en Italie, qu'il y avait deux formes de retour à l'étrurie qui ont pu être en tension idéologiquement et qui ont fini par se succéder. Mais enfin, on sent que c'est un enjeu et que c'est un enjeu idéologique fort pour le présent. Enfin, ce que vous avez dit d'ailleurs au début avec vos citations sur la patrimonialisation. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé avec ces deux auteurs, c'est que, en fait, on les a oubliés du canon à peu près en Italie. C'est-à-dire qu'on ne les étudie pas au lycée, presque pas à l'université. Maintenant, depuis 10 ans à peu près, Malaparte est un peu redécouvert. Mais surtout en France, pas vraiment en Italie. Et ça, je trouve, c'est intéressant. La même chose pour Cardarelli, ce qui est vraiment, je trouve, un cas de figure intéressant, c'est que au musée étrusque, au musée national étrusque de la Villa Giulia à Rome, ils ont reconstruit une tombe étrusque au sous-sol. Et en fait, ils ont mis une plaque avec de vers de Cardarelli, tiré d'un poème qui, évidemment, n'a rien à voir avec ce régionalisme. C'est un poème qui s'appelle Nostalgie. Et, et donc, c'est pour dire l'écho de ces écrivains et de leur capital d'autochtonie se ressent encore, mais on choisit quel texte. On choisit assez. On est très attentif au type de texte qu'on choisit pour ça. Donc, des proses, on ne parle pas, par exemple. Parce qu'effectivement, elles impliquent des enjeux politiques et idéologiques qui pourraient être problématiques si on les contextualise. Par exemple, Malaparte, en 1935, il fait ce tour de l'Étrurie et il écrit un reportage en Étrurie. Et au mois de mars 1935, il publie 3 proses. Les premières deux,
elles décrivent les Étrusques dans des tons très positifs, comme notamment les pères des Toscans, etc. Et dans la toute dernière, il y a un refus complet pour cette antiquité, qui est donc décrite en mobilisant tous les topos des Romains, enfin de la perspective romanocentrée. Et entre l'avant-dernier et le dernier, il a reçu une lettre de Rome par le ministère de la presse lui disant, voilà, il faut faire attention à comment vous parlez des Étrusques, parce que maintenant on les aime plus autant que ça. Donc, et du coup, il change complètement sa perspective dans la troisième prose. Ce qui dit aussi quelque chose sur comment cette antiquité est problématique. Elle a été appropriée et intégrée dans des différents discours. Et c'est un discours qu'on retrouve chez Malaparte après la guerre? Non, il n'y revient pas. En fait, ce qu'il fait en 1957, donc juste avant de mourir, il publie un essai qui s'appelle Ces sacrés toscans, où il reprend ses proses, il les retravaille, il efface toutes les parties les plus problématiques, et dans cet essai, il fait un portrait des Toscans qui, d'un point de vue thématique, rejoint un peu le régionalisme de la fin des années 20, mais le ton change complètement. Parce qu'en France, enfin, moi je l'avais lu avant, mais il y a très longtemps, et je l'ai relu parce que je travaillais sur Frédéric Jacques Temple, qui est un poète qui, à l'âge de 19 ans, est parti d'Afrique à la fin de la guerre et a fait toute la campagne d'Italie. Et donc raconte toutes ces abominations, comme le bombardement de Monte Cassino, tout ça au milieu d'une éruption du Vésuve, ensuite à Naples, etc., dans laquelle il était pris. Et il a rencontré à ce moment-là, sans savoir que c'était un écrivain, Malaparte. Et ils ont sympathisé en pleine guerre, alors qu'ils étaient de part et d'autre voilà, du front. Et ils se sont retrouvés beaucoup plus tard et ils se sont à ce moment-là identifiés. Et ce qui me paraissait intéressant, c'est que le regard que Temple m'a fait porter sur Malaparte était au-delà de ce qui les avait séparés, c'est-à-dire cette idéologie fasciste. Il y en a un qui était dans le camp, voilà, non pas de la résistance, mais d'une armée qui essayait de reconquérir et de débarquer d'ailleurs sur la côte méditerranéenne en France, et puis l'autre qui était du côté de Mussolini. Et c'est comme s'il y avait une possibilité d'entente au-delà qui, me semble-t-il, a coloré différemment la vision que certains d'entre nous peuvent avoir de Malaparte par rapport aux Italiens, peut-être. Oui, mais c'est une personnalité très complexe, Oui. et surtout le fait qu'il il a été parmi les premiers idéologues du fascisme, mais après, à un moment donné, déjà au début des années 30, il s'éloigne du fascisme, il est envoyé à l'exil. Et après, dès qu'il revient, la première chose qu'il fait, c'est écrire à Mussolini pour entrer dans ses bonnes grâces à nouveau. Donc, c'est un personnage très compliqué. Juste avant de mourir, il part pour la Chine, il veut rejoindre le Parti communiste. Donc, c'est... Oui, il aime les régimes forts, visiblement. Oui. Oui. Il a besoin d'être rassuré par un régime fort qui inquiète plutôt les autres. Oui, oui. Mais à l'époque donc de la rencontre avec Temple, ce qui est amusant, c'est que ce qui pouvait les concilier, c'était leur rapport au régionalisme, puisque Temple, lui, était un fervent partisan de l'Occitanie, contre le régime centralisé, évidemment, et il est resté. Donc, il y a une certaine ambiguïté, certainement, dans la manière dont ils pensent ce régionalisme, mais c'est ce qui pouvait les rassembler, finalement. Oui. Oui, dans cet échange, je me demande dans quelle mesure, je reviens à une chose que tu disais, Chiara, au tout début de ton échange avec Marie-Paul, c'est le fait que Malaparte soit peu étudié en Italie, qu'il ait été un petit peu ostracisé, que ce soit peut-être un peu moins le cas en France, mais j'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus, dans le séminaire ici, mais je suis assez frappé. Je me demande dans quelle mesure c'est le cas aussi pour d'autres disciplines, mais j'ai l'impression que
pour beaucoup d'entre elles, un peu moins. Je pense à l'histoire notamment ou à la sociologie. Mais quand on s'intéresse dans nos secteurs de recherche, en tout cas dans le domaine des études littéraires, peut-être plus simplement, à des écrivains problématiques du point de vue idéologique, j'ai l'impression, je vais peut-être formuler les choses très maladroitement, mais on est toujours en proie au soupçon d'adhésion idéologique à ce que l'écrivain représente, parce que, enfin, je renvoie au texte de Jean-Marie Schaeffer que je trouve pas mal dans petit précis d'études littéraires, je ne sais plus comment ça s'appelle, chez Thierry Marchais, c'est paru il y a au moins 10 ans maintenant, où il explique qu'en fait, on a un statut ambigu en tant qu'enseignant-chercheur en langue et littérature. C'est qu'on est à la fois là pour faire de la recherche effective et en même temps, on a un rôle qui est attendu, qui est je ne sais plus comment il le formule lui, c'est pas dans ces termes-là, mais au fond de promotion du patrimoine, et que il y a un peu les deux qui sont attendus, et par conséquent, je crois qu'il y a ouais, moi je me souviens de ma directrice de thèse à l'époque, quand il s'agissait de déterminer un sujet, il fallait, bon, finalement j'ai travaillé sur Sandrard, et puis, mais c'était pas sûr que je le fasse, et il fallait déterminer un corpus avec un auteur qui avait eu un rapport important à la Première Guerre mondiale. Et je me souviens, mais sans avoir lu, et je savais à peine de qui il s'agissait, d'avoir proposé Drieux-La Rochelle, elle m'a dit: «Surtout pas, tu peux pas faire une thèse sur Drieux-La Rochelle, parce que sinon, on risque de t'associer à l'extrême droite». Voilà, c'était aussi simple que ça. Je pense que c'était un bon conseil a priori, même si on peut se dire qu'en fait, on devrait pouvoir travailler sur des auteurs sans être associé à leur idéologie. Au fond, ça dépend de ce qu'on écrit. Mais enfin, voilà, il y a des effets de raccourci parfois qui sont à tort dans certains cas et à raison dans d'autres, mais ça reste des effets de raccourci, voilà, qui ont un impact là-dessus, ce qui fait que même des auteurs qui seraient peut-être des chercheurs italiens en particulier, qui seraient idéologiquement totalement aux antipodes de Malaparte, préfèrent ne pas se risquer, même s'ils auraient éventuellement des choses à dire intéressantes, parce qu'au fond, techniquement, on fait jamais que de l'histoire culturelle, au fond, hein. C'est ça qu'on fait, avec des axes particuliers qui sont liés à l'histoire de nos disciplines, et donc on devrait techniquement pouvoir le faire. Or, c'est pas le cas. Je trouve que c'est une vraie question qui me travaille un peu, et qui, à mon avis, est pas sans lien avec la question patrimoniale. Je me permets de signaler un article qui est paru aujourd'hui ou hier de Philippe Roussin sur la réapparition des manuscrits de Céline, et c'est paru ça doit être dans En attendant Nado aujourd'hui. Je vous recommande la lecture, c'est assez intéressant. Voilà. Je m'arrête là pour ce développement-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors, j'aurais peut-être une dernière question, mais qui est plutôt une incitation à un approfondissement. Au fond, les deux auteurs dont tu nous as parlé, ils revendiquent un lien, disons, personnel, direct en quelque sorte, comme s'il s'agissait d'évacuer toute forme de savoir scientifique posé sur le monde étrusque. Et donc, voilà, je me demande du coup, est-ce qu'ils en parlent un petit peu du savoir, je dirais, encyclopédique, académique et archéologique à proprement parler? Est-ce qu'ils l'évacuent complètement en n'en parlant pas? Ou est-ce qu'ils le mettent à distance, et ils constituent leur posture par contrepoint avec ce discours-là, qui n'est pas le leur? C'est-à-dire, nous sommes des écrivains, donc nous ressentons les choses directement jusque dans nos fibres, alors que les savants, eux, prennent des gants et en fait ne ressentent jamais rien, et expriment un savoir rationnel qui ne peut pas vous faire ressentir ce que c'est l'étruscanité. Voilà. Alors, pour Malaparte, c'est très simple. Il efface complètement le côté scientifique de la chose. Donc, à chaque fois qu'il se présente en tant qu'énonciateur, d'une certaine façon, il construit
il construit sa posture en disant, voilà, moi je peux parler des Toscans et des Étrusques parce que je suis né ici, parce que je suis Toscan moi-même, et en plus de ça, je suis écrivain. Alors que pour Cardarelli, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, dans les premières proses de la fin des années 20, là, lui, c'est un discours plutôt poétique et littéraire, donc la perspective est construite sur son statut d'écrivain, et donc il mêle, par exemple, l'histoire des Étrusques à des récits de sa propre enfance. Alors que dans les proses de la fin des années 30, donc dans le recueil du 39, là, il fait référence à des études d'ethnographes, d'archéologues. Il cite par exemple Pericle Ducati, qui était l'un des étruscologues principaux dans la scène à l'époque. Et donc là, il intègre ce discours archéologique, ethnographique, à côté du discours littéraire. Et qu'est-ce qui explique pardon, excuse-moi, qu'est-ce qui explique qu'il le fasse à ce moment-là? Parce que entre le début et la fin des années 30, des choses ont changé. Donc, le régime a changé. Donc, on est en 39, c'est juste après l'émanation des lois raciales, tout d'abord, et ensuite, Mussolini est au pouvoir. On est vraiment dans un état totalitaire, alors que... Oui. Mais du coup, pour lui, qu'est-ce que ça apporte en plus en termes de correspondance à l'idéologie du régime et à ces changements récents, de mobiliser un savoir, disons, qui porte une bannière, disons, scientifique, au moins savante? Parce que c'était quelque chose qui était accepté par le régime. C'était un type d'archéologie qui était encouragé par le régime, surtout le fait de citer Pericle Ducati, qui était un archéologue de régime. Il avait même signé le manifeste des intellectuels fascistes. Donc, le fait de citer un intellectuel de ce type, un archéologue de ce type, ça signifie que Cardarelli se situe de quelque façon dans le sillage de la perspective de Ducati, qui était une perspective, enfin, il était étruscologue, mais il avait une perspective romanocentrée tout de même. Donc l'Étrurie était là pour permettre à Rome de devenir un empire. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, du coup, si je ne vois pas d'autres mains se lever, bon, bah, dans ce cas, je remercie à la fois Chiara et Quentin pour leurs deux exposés et toutes les personnes qui ont contribué au débat. Et on vous donne rendez-vous, je ne sais plus si on a fixé une date. Oui, il y a une date qui est fixée. Vous la trouverez sur le site internet, à moins que quelqu'un l'ait en tête. Mais ça doit tourner aux alentours du 20 et dès janvier, quelque chose comme ça. Un mercredi de 16 à 18 heures comme prévu. Ce sera a priori également en ligne dans un cas comme dans l'autre, des deux exposés, je crois. On vous tiendra informé